Le 15 juillet 2016, Basile et Apolline Lemonnier partent pour ce qui devait être des vacances paisibles dans un camping familial de Normandie. Ils ne reviendront jamais chez eux à Rouen. Leur téléphone portable, leurs vêtements, même leurs clés de voiture, tout reste dans leur tente comme s'ils avaient simplement disparu dans l'air. Pendant 4 longues années, leur famille vivra dans l'angoisse, se demandant ce qui a pu arriver à ce couple uni et sans histoire. Mais en mars 2020, des travaux de rénovation dans ce même camping révèlent une vérité si sordide qu'elle dépasse l'entendement. Ce qui semblait être un simple accident ou une fugue cache en réalité l'un des crimes les plus calculés et pervers jamais commis en Normandie. Cette découverte va non seulement choquer la famille Lemonnier, mais révéler un réseau d'exploitation qui opérait depuis des années sous le nez de centaines de vacanciers innocents. Comment 2 personnes peuvent-elles disparaître sans laisser de traces dans un lieu supposé sûr? Et surtout, qu'est-ce qui pousse un homme à transformer un havre de paix familiale en piège mortel? Avant de continuer avec cette histoire perturbante, si vous appréciez les affaires criminelles réelles comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. La Normandie de 2016 vit encore de ses traditions rurales et de son tourisme familial. Dans le département du Calvados, entre Caen et Bayeux, le petit village de Sainte-Honorine-des-Pertes abrite moins de 400 habitants permanents. Cette commune rurale, nichée à quelques kilomètres de la côte, attire chaque été des centaines de familles parisiennes en quête d'authenticité normande. C'est dans ce cadre paisible que Com Maresco a installé son camping Les Pins Tranquilles il y a 15 ans. L'établissement, situé sur un terrain de 3 hectares bordé de pins centenaires, propose 35 emplacements pour tentes et caravanes, ainsi qu'un petit bloc sanitaire rustique mais propre. Maresco, un homme de 52 ans au physique imposant et à la barbe grisonnante, s'est forgé une réputation d'hôte accueillant auprès des habitués. Ancien électricien reconverti dans le tourisme après un licenciement économique, il gère seul son établissement avec une rigueur qui force le respect. Le camping attire principalement une clientèle de classe moyenne. Enseignants, employés de bureaux, petits commerçants qui recherchent des vacances abordables dans un cadre naturel préservé. L'ambiance y est conviviale, presque familiale. Les enfants jouent librement entre les emplacements pendant que leurs parents savourent l'apéritif sous les pins. Maresco connaît tous ses clients réguliers par leur prénom et n'hésite pas à dépanner une famille en difficulté ou à recommander les meilleures crêperies du secteur. Basile Lemonnier, 36 ans, incarne parfaitement cette clientèle. Chef pâtissier reconnu dans une boulangerie réputée du centre-ville de Rouen, il a gravi les échelons grâce à son talent et sa persévérance. Fils d'un ouvrier métallurgiste et d'une femme de ménage, Basile a toujours eu conscience que rien ne lui serait donné. Après un CAP pâtisserie obtenu brillamment, il a multiplié les stages dans les meilleures maisons rouennaises, avant de décrocher son poste actuel. Ses collègues le décrivent comme un perfectionniste, exigeant mais juste, capable de passer des heures à perfectionner une nouvelle recette. Physiquement, Basile mesure 1,75 m pour 75 kg, avec des mains marquées par 15 années de manipulation de pâtes et de fours brûlants. Ses cheveux châtains commencent à se clairsemer sur le dessus du crâne, ce qui le complexe légèrement. Il porte systématiquement une montre Casio noire, un cadeau de ses parents pour ses 20 ans qu'il n'a jamais voulu remplacer, malgré les protestations discrètes de sa femme. Apolline Lemonnier, née Leclerc, 33 ans, exerce comme kinésithérapeute dans un cabinet médical de Rouen-Sud. Diplômée de l'Institut de formation en masso-kinésithérapie de Rouen, elle s'est spécialisée dans la rééducation post-traumatique et accompagne quotidiennement des patients accidentés de la route ou victimes d'accidents du travail. Sa patience et son empathie naturelle en font une thérapeute très appréciée. Plusieurs de ses patients ont spécifiquement demandé à être suivis par elle après avoir entendu parler de ses compétences. Grande de 1,68 m,
Mince mais musclée grâce à sa pratique assidue de la course à pied, Apolline a conservé les traits fins de sa jeunesse. Ses cheveux blonds mi-longs encadrent un visage aux yeux verts perçants qui traduisent immédiatement son état d'esprit. Elle s'habille de manière sobre mais élégante, privilégiant les couleurs neutres et les coupes classiques. Une petite cicatrice sur son menton, souvenir d'une chute à vélo dans l'enfance, ajoute une note d'originalité à son visage harmonieux. Le couple s'est rencontré en 2008 lors d'un stage de secourisme organisé par la Croix-Rouge française. Basile s'était inscrit par conscience professionnelle. Les accidents sont fréquents dans les cuisines, tandis qu'Apolline complétait sa formation continue. Leur première conversation a porté sur les gestes de premier secours en cas de brûlure, un sujet qui les concernait tous deux professionnellement. Cette complicité immédiate s'est rapidement transformée en relation sérieuse. Ils se sont mariés en juin 2009 dans la petite église Sainte-Jeanne d'Arc de Rouen, en présence de leurs familles respectives et d'une cinquantaine d'amis. Le couple a acheté un appartement de 3 pièces dans le quartier Gramont, un secteur résidentiel calme de Rouen, qu'ils ont entièrement rénové avec l'aide du père de Basile. Leur intérieur reflète leur personnalité complémentaire. Mobilier fonctionnel choisi par Apolline, décoration soignée supervisée par Basile qui applique à son foyer le même perfectionnisme qu'à ses pâtisseries. Socialement, les Lemonnier mènent une vie rangée mais épanouie. Ils dînent régulièrement chez les parents d'Apolline, propriétaires d'une petite exploitation maraîchère à Darnétal, et passent leur dimanche après-midi chez ceux de Basile dans leur pavillon de Mont-Saint-Aignan. Le couple pratique ensemble la randonnée pédestre et a découvert de nombreux sentiers du pays de Caux. Leurs vacances se déroulent toujours en France, par conviction écologique et contraintes budgétaires assumées. Financièrement, les Lemonnier appartiennent à cette classe moyenne qui compte chaque euro sans être dans le besoin. Le salaire de Basile, 2300 € net mensuels, combiné aux 1900 € d'Apolline, leur permet de vivre confortablement sans excès. Ils épargnent méthodiquement pour des projets précis, changement de voiture, amélioration de l'appartement, voyages annuels. Cette gestion rigoureuse témoigne de leur éducation modeste où l'argent ne se gaspille jamais. Leur unique sujet de discorde concerne les enfants. Apolline souhaiterait fonder une famille depuis leur mariage, mais Basile préfère attendre d'avoir davantage de stabilité financière. Cette différence de vision génère parfois des tensions discrètes, notamment lors des réunions familiales où les questions indiscrètes des proches ravivent le sujet. Malgré ces divergences, leur amour reste intact et ils ont appris à reporter cette discussion sans que cela nuise à leur harmonie conjugale. L'idée de passer leurs vacances d'été 2016 en Normandie naît d'une recommandation fortuite. En mai, Madame Henriette Dubois, une patiente âgée de 72 ans qu'Apolline suit pour une rééducation du genou, évoque avec enthousiasme ses séjours au camping Les Pins Tranquilles. Cette ancienne institutrice raconte par le menu les charmes de l'établissement. L'accueil chaleureux du propriétaire, la propreté irréprochable des installations, la tranquillité du site et surtout les tarifs modérés qui permettent de prolonger le séjour. Madame Dubois décrit Côme Maresco comme un homme attentionné qui prend soin de ses clients comme de sa propre famille. Elle mentionne qu'il effectue lui-même l'entretien quotidien des sanitaires, qu'il aide les vacanciers en difficulté et qu'il connaît tous les bons plans de la région. Cette description séduit immédiatement Apolline, qui apprécie les rapports humains authentiques et fuit les établissements touristiques impersonnels. Le soir même, Apolline présente cette option à Basile, qui accepte sans enthousiasme particulier. Habitué aux vacances organisées par sa femme, il fait confiance à son jugement. Apolline téléphone dès le lendemain au camping pour réserver un emplacement. Côme Maresco décroche personnellement et se montre d'une amabilité remarquable. Il prend le temps d'expliquer les spécificités de chaque emplacement, recommande celui qui conviendra le mieux à leur tante 4 places et donne de précieux conseils sur les activités locales. La réservation porte sur 15 jours, du samedi 10 juillet au dimanche 24 juillet 2016, pour un montant total de 350 €.
Maresco précise qu'il accepte les règlements en espèces, par chèque ou par carte bancaire, mais qu'il préfère les espèces pour éviter les frais bancaires. Cette demande ne surprend pas Apolline, habituée au petit commerce qui privilégie ce mode de paiement. Le samedi 10 juillet, par une matinée ensoleillée typique de l'été normand, les Lemonnier chargent leur Citroën C3 grise immatriculée DV 457 QR. Basile a pris soin de vérifier minutieusement l'état du véhicule. Niveau des liquides, pression des pneus, kit de secours. Apolline a préparé leurs affaires avec sa méthode habituelle. Vêtements pliés dans des sacs de compression, trousse de toilette complète, pharmacie de voyage, guide touristique de la région. Leur équipement de camping reflète leur approche pragmatique des vacances. La tente Décathlon 4 places, achetée 3 ans plus tôt, a déjà fait ses preuves lors de leurs escapades dans les Vosges et les Pyrénées. Ils emportent également 2 sacs de couchage tempérés, un réchaud à gaz avec recharge, de la vaisselle plastique incassable et une glacière électrique qui se branche sur l'allume-cigare. Le trajet Rouen-Sainte-Honorine-des-Pertes s'effectue sans encombre en 2h30. Basile conduit prudemment sur les routes départementales sinueuses du Calvados, tandis qu'Apolline fait office de copilote avec une carte routière Michelin, leur GPS étant tombé en panne la semaine précédente. L'ambiance est détendue, ponctuée par les émissions de France Inter et les commentaires d'Apolline sur les paysages traversés. Ils arrivent au camping vers 14h30, sous un soleil généreux qui fait scintiller les aiguilles de pin. Comme Marescotte, les accueille personnellement devant la petite baraque en bois qui fait office de bureau d'accueil. L'homme correspond exactement à la description de Madame Dubois. Grand, robuste, la cinquantaine, une barbe poivre et sel soigneusement taillée et un sourire chaleureux qui met immédiatement en confiance. Marescotte porte un polo bleu marine frappé du logo du camping et un bermuda kaki qui lui donne un air décontracté. Ses mains calleuses trahissent son passé d'artisan, mais ses manières polies révèlent quelqu'un qui a appris à gérer une clientèle exigeante. Il prend le temps de faire visiter l'établissement aux nouveaux arrivants, expliquant le fonctionnement des sanitaires, l'emplacement des poubelles de tri sélectif et les horaires de fermeture du portail. L'emplacement attribué au Lemonnier, le numéro 22, se situe en bordure du camping, légèrement à l'écart des emplacements familiaux. Maresco explique que cette position offre plus d'intimité et moins de nuisances sonores, particulièrement appréciable pour un couple sans enfants. L'espace, délimité par des piquets et une corde, mesure environ 80 mètres carrés et bénéficie de l'ombre partielle d'un grand pin parasol. L'installation de la tente se déroule selon leur routine bien rodée. Basile se charge de la structure métallique pendant qu'Apolline étend le double toit et fixe les sardines. En 40 minutes, leur espace de vie est opérationnel. Ils installent ensuite leurs sacs de couchage, suspendent leurs vêtements aux crochets intégrés et organisent leur coin cuisine sous l'auvent. Les premiers jours s'écoulent paisiblement, selon un rythme de vacances bien établi. Réveil vers 8 heures, petit déjeuner sous les pins, visite d'un village ou d'un site historique de la région, déjeuner dans une crêperie locale, sieste ou lecture l'après-midi, préparation d'un dîner simple sur le réchaud, soirée à discuter avec les autres campeurs ou à regarder les étoiles. Le couple sympathise rapidement avec leurs voisins. Les marchands, un couple de retraités lyonnais avec leur petite fille de 10 ans et la famille Petit-Laurent, des Parisiens avec 2 adolescents. Ces relations de vacances, superficielles mais cordiales, rythment leurs soirées autour de parties de cartes ou d'apéritifs partagés. Apolline apprécie particulièrement ces moments d'échange qui contrastent avec l'isolement relatif de leur vie rouennaise. Comme Maresco se montre d'une disponibilité remarquable. Il passe quotidiennement sur les emplacements pour s'enquérir du bien-être de ses clients, prodigue conseils et recommandations et n'hésite pas à dépanner en cas de problème matériel. Plusieurs fois, il aide Basile à régler des problèmes mineurs. Branchement défaillant de la glacière, sardines récalcitrantes, conseils pour l'utilisation optimale du réchaud. Le jeudi 14 juillet, les campeurs organisent un barbecue collectif pour célébrer la fête nationale.
Maresco se joint naturellement à cette soirée conviviale, apportant quelques bouteilles de cidre locales et racontant des anecdotes sur l'histoire de la région. Il se révèle un conteur captivant, mêlant faits historiques et légendes locales avec un talent certain. Apolline et Basile passent une excellente soirée, marquée par des fous rires et des discussions passionnantes. Cette ambiance détendue rend d'autant plus incompréhensible ce qui se produit le lendemain. Le vendredi 15 juillet débute comme tous les autres jours. Basile et Apolline prennent leur petit déjeuner habituel vers 8h30. Café instantané, pain grillé sur le réchaud, confiture de fraises et jus d'orange. Apolline consulte le guide touristique et propose de visiter le château de Balleroy dans la matinée, puis de pousser jusqu'à Bayeux pour voir la célèbre tapisserie. Vers 9h15, ils quittent leur emplacement pour se rendre au sanitaire, chacun avec sa trousse de toilette. Madame Marchand, qui arrose ses géraniums en pot, les salue chaleureusement et demande le programme de leur journée. Apolline lui décrit leur projet de visite en précisant qu'ils devraient rentrer vers 18h pour préparer le dîner. C'est la dernière fois que quelqu'un voit les époux Lemonnier vivants. Vers 10h, Monsieur Marchand remarque que la Citroën des Lemonnier est toujours stationnée sur leur emplacement. Il trouve cela étrange car le couple avait clairement exprimé son intention de partir tôt pour optimiser leur journée de visite. Mais il n'y accorde pas d'importance particulière, supposant qu'ils ont modifié leur plan ou qu'ils se sont attardés quelque part. C'est en fin d'après-midi que l'inquiétude commence à poindre. Vers 17h30, Madame Marchand constate que la tente des Lemonnier reste fermée et silencieuse. Leurs chaises pliantes sont toujours disposées autour de leur table de camping. Leurs serviettes de bain sèchent sur la corde à linge, mais aucun signe de vie ne se manifeste. L'expérience de grand-mère lui dicte que quelque chose cloche. À 18h45, elle demande à son mari d'aller frapper à leur tente. Monsieur Marchand s'exécute avec réticence, craignant de déranger le couple dans un moment d'intimité. Mais aucune réponse ne lui parvient, malgré ses appels répétés. Il ose alors ouvrir légèrement la fermeture éclair de l'entrée et découvre que la tente est vide. Ce qui l'alarme immédiatement, c'est l'état des lieux. Les sacs de couchage sont parfaitement rangés, les vêtements soigneusement pliés dans leurs sacs, les appareils électroniques, téléphones portables, appareils photonumériques, posés sur la table de chevet improvisée. Même la trousse de toilette d'Apolline est présente, ainsi que le portefeuille de Basile contenant ses papiers d'identité et sa carte bancaire. Monsieur Marchand alerte immédiatement Côme Marescotte, qui accourt sur l'emplacement. Le propriétaire du camping examine minutieusement la tente et ses abords. Rien ne suggère un départ précipité ou une lutte. Les affaires personnelles sont toutes présentes, méticuleusement organisées selon les habitudes qu'il a pu observer chez ce couple méthodique. Seuls manquent les tenues qu'ils portèrent le matin. Jeans et t-shirt pour Basile, robe d'été bleue pour Apolline. Maresco interroge systématiquement tous les campeurs présents. Personne n'a vu les Lemonnier après leur passage au sanitaire vers 9h15. Personne n'a entendu de cris, de disputes ou de bruits suspects. Leur véhicule n'a pas quitté le camping. Plusieurs témoins peuvent l'attester puisqu'ils ont passé la journée sur leurs emplacements. À 21h, Marescotte prend la décision de contacter la brigade de gendarmerie de Bayeux. Le gendarme de service, un jeune adjudant nommé Leclerc, se déplace sur les lieux dans l'heure qui suit. Sa première réaction est de relativiser la situation. Les adultes ont le droit de disparaître. Peut-être le couple a-t-il simplement décidé de partir en randonnée sans prévenir personne. Mais l'examination des affaires personnelles le fait rapidement changer d'avis. Des vacanciers n'abandonnent pas leur téléphone, leurs papiers d'identité et leur argent pour une simple promenade. L'adjudant Leclerc dresse un premier procès verbal et lance les recherches préliminaires. Il fait le tour du camping avec une lampe torche, inspecte les abords immédiats, interroge une nouvelle fois les témoins. Le lendemain matin, samedi 16 juillet, l'affaire prend une dimension officielle. Le capitaine Élise Morvan, commandant la brigade de Bayeux, se rend personnellement sur les lieux avec une équipe de 4 gendarmes. Cette femme de 42 ans, diplômée de l'école des officiers de la gendarmerie nationale,
possède 15 années d'expérience dans les affaires criminelles. Son regard perçant et sa méthode rigoureuse ont déjà permis de résoudre plusieurs disparitions complexes dans la région. Le capitaine Morvan établit immédiatement un périmètre de sécurité autour de l'emplacement des Lemonnier et ordonne que rien ne soit déplacé avant l'intervention des spécialistes. Elle fait venir une équipe cynophile de Caen et demande l'assistance de la section de recherche de Rouen, compte tenu du domicile des disparus. Son intuition lui dicte que cette disparition sort de l'ordinaire. Les chiens policiers arrivent dans l'après-midi et commencent leurs investigations. Ils retrouvent facilement la piste des Lemonnier jusqu'au sanitaire, puis la perdent complètement à la sortie du bloc. Aucune trace olfactive ne permet de déterminer la direction prise par le couple après 9h15. Cette absence totale de piste intrigue les maîtres chiens habitués à suivre des traces sur plusieurs kilomètres. Parallèlement, l'enquête de voisinage révèle que les Lemonnier étaient des campeurs exemplaires, discrets et courtois. Aucun conflit avec d'autres vacanciers, aucun comportement bizarre ou inquiétant. Leur dernière soirée, celle du 14 juillet, s'est déroulée dans la joie et la bonne humeur. Plusieurs témoins confirment qu'ils semblaient parfaitement détendus et heureux de leurs vacances. L'examination de leur véhicule ne révèle rien d'anormal. Les clés sont dans la tente, le réservoir est plein, aucun signe d'effraction ou de fouille. L'ordinateur portable d'Apolline ne contient rien de suspect. Emails familiaux, photos de vacances, documents professionnels. Leur téléphone portable, des modèles basiques sans GPS, n'apportent aucun indice. Les derniers appels datent du jeudi soir. Apolline a téléphoné à sa mère pour prendre des nouvelles. Les semaines qui suivent plongent les familles Lemonnier et Leclerc dans un cauchemar éveillé. Marie-Claire Leclerc, la mère d'Apolline, développe rapidement des troubles du sommeil et perd 8 kilos en un mois. Cette femme de 63 ans, habituellement robuste et optimiste, se consume littéralement d'inquiétude. Elle passe ses journées au téléphone avec les gendarmes, multiplie les démarches administratives et refuse catégoriquement de reprendre ses activités normales. Jean-Pierre Leclerc, le père d'Apolline, réagit différemment au drame. Cet homme de 66 ans, retraité depuis 2 ans de son exploitation maraîchère, canalise son angoisse dans l'action. Il organise des battues bénévoles avec l'accord de la gendarmerie, imprime des milliers d'affiches avec la photo du couple, contacte tous les médias locaux pour maintenir l'affaire dans l'actualité. Sa détermination force l'admiration, mais inquiète sa femme, qui craint qu'il ne s'épuise. Du côté de la famille Lemonnier, la douleur prend des formes plus explosives. Robert Lemonnier, le père de Basile, ancien ouvrier métallurgiste au caractère bien trempé, s'en prend violemment aux forces de l'ordre qu'il accuse d'incompétence. Lors d'une réunion d'information organisée par le capitaine Morvan, il perd complètement son calme et doit être calmé par sa femme et ses fils. Sylvie Lemonnier, la mère de Basile, trouve refuge dans la prière. Cette femme pieuse, qui n'avait jamais manqué une messe dominicale en 40 ans, se rend désormais quotidiennement à l'église Notre-Dame de Rouen. Elle allume des cierges, fait dire des messes et organise des chaînes de prière avec les membres de sa paroisse. Sa foi lui donne la force de soutenir son mari dans ses moments de désespoir. Les frères de Basile, Christophe et Sébastien, tentent de maintenir une façade de normalité tout en gérant la crise familiale. Christophe, l'aîné, prend en charge les aspects pratiques. Contact avec l'assurance, gestion de l'appartement d'Apolline et Basile, relations avec les employeurs du couple. Sébastien, plus jeune et plus impulsif, multiplie les initiatives personnelles. Il engage un détective privé à ses frais, lance un groupe Facebook de recherche, contacte directement les journalistes locaux. L'enquête officielle se poursuit méthodiquement sous la direction du capitaine Morvan. Les investigations s'étendent rapidement au-delà du camping. Les gendarmes interrogent tous les commerçants des villages environnants, épluchent les enregistrements des caméras de surveillance, des stations-service et des banques du secteur, contactent les hôpitaux et les commissariats de toute la région. Aucun élément probant n'émerge de ces recherches exhaustives. Une piste se dessine temporairement début août.
Un témoin signale avoir vu un couple correspondant au signalement des Lemonniers dans une aire de repos de l'autoroute A84, à une trentaine de kilomètres du camping, le 15 juillet vers 11h30. L'homme et la femme semblaient attendre quelqu'un près des toilettes publiques. Cette information relance l'espoir des familles et mobilise une équipe d'enquêteurs pendant une semaine. Malheureusement, l'examination des enregistrements de vidéosurveillance de l'aire de repos révèle que le couple observé ne correspond pas physiquement aux disparus. La femme est plus âgée qu'Apolline et l'homme porte une barbe que Basile n'avait pas. Cette fausse piste illustre la difficulté des témoignages visuels et replonge les proches dans l'incertitude. L'été se termine sans aucune avancée significative. Le camping Les Pinces Tranquilles voit ses réservations chuter drastiquement pour la fin de saison. Plusieurs familles habituées annulent leur séjour, inquiètes de la sécurité du lieu. Comme Maresco fait preuve d'une patience remarquable face aux questions incessantes des enquêteurs et aux soupçons implicites qui pèsent sur lui en tant que dernière personne à avoir eu des contacts réguliers avec les disparus. Maresco collabore pleinement avec les forces de l'ordre. Il fournit tous les documents relatifs au fonctionnement de son établissement, autorise les perquisitions répétées de ses locaux privés, se soumet sans réticence aux interrogatoires. Son passé est épluché méthodiquement. Ancien électricien sans casier judiciaire, divorcé depuis 10 ans sans conflit particulier, gérant consciencieux d'un établissement touristique respectant toutes les normes. Rien dans son profil ne suggère une propension à la violence. L'automne apporte une nouvelle théorie investigative. Le capitaine Morvan oriente ses recherches vers l'hypothèse d'un enlèvement crapuleux qui aurait mal tourné. Cette piste paraît logique. Les Lemonniers portaient peut-être des bijoux de valeur ou une somme d'argent importante qui aurait attiré l'attention de malfaiteurs. L'absence de demande de rançon pourrait s'expliquer par un accident lors de l'enlèvement. Cette théorie motive de nouvelles investigations. Les enquêteurs recensent tous les individus ayant des antécédents criminels dans un rayon de 50 km autour du camping. Ils interrogent les délinquants connus pour des faits de vol avec violence, analysent les mouvements de véhicules suspects dans la région, consultent les fichiers des forces de l'ordre des départements limitrophes. Ces recherches mobilisent des moyens considérables, mais ne débouchent sur aucune arrestation. L'hiver 2016-2017 marque un tournant psychologique pour les proches. Les recherches actives diminuent progressivement et l'affaire sort des médias locaux. Les familles doivent affronter une réalité douloureuse. Apolline et Basile ne reviendront peut-être jamais. Cette acceptation progressive génère des réactions diverses selon les personnalités. Marie-Claire Leclerc sombre dans une dépression sévère qui nécessite un suivi médical. Elle refuse de sortir de chez elle pendant des mois, ne supporte plus les visites de ses proches et développe une obsession morbide pour tous les faits divers impliquant des disparitions. Son médecin traitant prescrit des antidépresseurs et recommande un suivi psychiatrique qu'elle refuse catégoriquement. À l'inverse, Jean-Pierre Leclerc trouve dans l'action un exutoire à sa douleur. Il crée une association d'aide aux familles de disparus qui lui permet de canaliser sa frustration en aidant d'autres personnes confrontées au même drame. Cette association, baptisée Lueur d'espoir, organise des groupes de parole, prodigue des conseils juridiques et maintient la pression médiatique sur les affaires non élucidées. La famille Lemonnier adopte une stratégie différente. Après des mois de colère et de reproches envers les autorités, Robert et Sylvie décident de faire confiance au temps et à la justice. Ils reprennent progressivement leurs activités normales, tout en gardant un espoir ténu. Robert retourne à ses activités de retraité bénévole dans une association de quartier. Sylvie continue ses activités religieuses avec une ferveur redoublée. Au camping, Les Pinces Tranquilles, comme Maresco tente de surmonter les répercussions économiques de l'affaire. La saison 2017 s'annonce difficile, avec de nombreuses annulations et une réputation ternie. Il investit ses maigres économies dans l'amélioration de la sécurité, éclairage renforcé, système d'alarme, caméras de surveillance aux entrées.
Ces mesures visent à rassurer la clientèle, mais rappellent constamment le drame. Marescot développe progressivement une obsession pour l'affaire Lemonnier. Il consulte régulièrement les sites Internet consacrés aux disparitions mystérieuses, collectionne les articles de presse relatant l'affaire, échafaude ses propres théories sur ce qui a pu arriver au couple. Cette fascination morbide inquiète ses rares amis qui tentent de le convaincre de tourner la page et de se concentrer sur l'avenir de son établissement. L'année 2017 passe sans révélation majeure. L'enquête officielle se poursuit au ralenti, ponctuée par quelques investigations ponctuelles lorsque de nouveaux témoignages parviennent aux enquêteurs. Le capitaine Morvan maintient un contact régulier avec les familles, mais doit reconnaître que les chances de retrouver les disparus vivants diminuent drastiquement avec le temps. Une lueur d'espoir apparaît à l'automne 2017 quand un randonneur découvre des vêtements abandonnés dans une forêt du Bessin, à 15 km du camping. L'analyse révèle qu'il s'agit d'habits féminins de la taille d'Apolline, dans un état de dégradation cohérent avec une exposition aux intempéries depuis plus d'1 an. Les familles reprennent espoir et les recherches se concentrent dans cette zone boisée. Malheureusement, l'analyse ADN des vêtements révèle qu'ils n'appartiennent pas à Apolline Lemonnier. Cette déception supplémentaire affecte profondément les proches qui commençaient à entrevoir une résolution de l'affaire. Le capitaine Morvan doit annoncer cette nouvelle décevante lors d'une réunion particulièrement pénible avec les familles. L'année 2018 apporte son lot de fausses joies et de déceptions. Plusieurs signalements font état de la présence présumée des Lemonnier dans diverses régions de France. Un couple de touristes à Nice ressemble aux disparus. Une femme aperçue dans un supermarché de Lyon pourrait être Apolline. Un homme correspondant au signalement de Basile fréquente un café de Toulouse. Toutes ces pistes se révèlent infondées après vérification. Ces multiples fausses alertes épuisent moralement les familles qui vivent dans une alternance constante entre espoir et désespoir. Chaque appel téléphonique des gendarmes fait battre le cœur plus vite. Chaque nouvelle vérification se solde par une déception supplémentaire. Cette torture psychologique pousse certains proches à envisager de cesser les recherches pour préserver leur santé mentale. Au camping, comme Marescot traverse une période difficile. Ses revenus ont chuté de 40% depuis la disparition, l'obligeant à puiser dans ses réserves financières pour maintenir l'établissement à flot. Il envisage sérieusement de vendre le terrain et de se reconvertir dans une activité moins exposée médiatiquement. Cette perspective l'attriste, car il s'est attaché à ce lieu qu'il a développé avec passion pendant 15 ans. Le tournant décisif de l'affaire survient de manière tout à fait inattendue en mars 2020. La pandémie de Covid-19 qui frappe la France contraint Côme Marescot à annuler la saison touristique et à repenser complètement l'organisation de son camping. Les normes sanitaires exigent des modifications importantes des installations, notamment l'agrandissement et la modernisation du bloc sanitaire devenu obsolète. Marescot profite de cette période de fermeture forcée pour entreprendre des travaux d'envergure qu'il reporte depuis plusieurs années. Il fait appel à l'entreprise Dubois TP, une société de terrassement basée à Isigny-sur-Mer, pour creuser les fondations d'un nouveau bâtiment sanitaire plus spacieux et mieux équipé. Ces travaux, d'un coût de 25 000 €, représentent un investissement majeur pour le petit entrepreneur. Les travaux de terrassement commencent le lundi 9 mars 2020 par une matinée pluvieuse typique du printemps normand. L'équipe de l'entreprise Dubois, composée de 3 ouvriers expérimentés, utilise une pelleteuse de 6 tonnes pour évacuer la terre sur une profondeur de 2 mètres. L'emplacement choisi se situe à l'extrémité nord du camping, dans une zone qui était auparavant occupée par une remise en tôle, démontée l'année précédente. Frédéric Dubois, le chef d'équipe âgé de 48 ans, pilote personnellement la pelleteuse avec la précision acquise au cours de 25 années de métier. Cet homme méticuleux vérifie systématiquement l'absence de canalisation enterrée avant de commencer le creusement. Le terrain, constitué d'un mélange d'argile et de sable typique de la région, présente une consistance normale pour ce type d'opération.
Vers 11h15, alors que la pelleteuse creuse à environ 1,50 m de profondeur, le godet heurte quelque chose de dur qui résiste à la pression. Dubois interrompt immédiatement le creusement et descend examiner l'obstacle. Il découvre ce qui semble être un fragment d'étoffe bleue mélangé à de la terre compactée. Son expérience lui dicte la prudence. Ce genre de découverte peut dissimuler d'anciennes canalisations ou des déchets enterrés. Il appelle ses deux collègues, Pascal Lemoine et David Quetin, pour les associer à l'examination de l'anomalie. Les trois hommes dégagent délicatement la terre autour de l'obstacle avec des outils à main. Rapidement, ils mettent au jour ce qui ressemble indiscutablement à des vêtements décomposés. L'odeur caractéristique qui s'en dégage et la présence d'ossements blanchâtres ne laissent aucun doute sur la nature macabre de leur découverte. Frédéric Dubois ordonne immédiatement l'arrêt du chantier et contacte les forces de l'ordre depuis son téléphone portable. Il joint la brigade de gendarmerie de Bayeux à 11h42 et signale la découverte de ce qui pourrait être des restes humains. Le gendarme de permanence lui demande de sécuriser les lieux et d'attendre l'arrivée des enquêteurs sans toucher à quoi que ce soit. Comme Maresco, alerté par le bruit des travaux qui s'est subitement interrompu, rejoint l'équipe de terrassement pour comprendre la situation. Quand Dubois lui explique la nature de la découverte, le propriétaire du camping devient livide. Une pensée terrible traverse immédiatement son esprit. Et si ces restes étaient ceux d'Apolline et Basile Lemonnier? Cette hypothèse, qu'il se refuse à exprimer à voix haute, le glace d'effroi. L'attente des gendarmes paraît interminable. Les quatre hommes restent silencieux autour de la fosse, chacun mesurant la gravité potentielle de la situation. Maresco ne peut s'empêcher de revivre mentalement les événements de juillet 2016, se demandant comment des corps auraient pu être enterrés sur son terrain à son insu. Cette possibilité remet en question tout ce qu'il croyait savoir sur la disparition du couple rouennais. L'équipe du capitaine Morvan arrive sur les lieux à 13h10. Accompagné du procureur de la République de Caen et d'un médecin légiste. La gendarme, qui a gardé l'affaire Lemonnier en mémoire pendant 4 ans, ressent immédiatement que cette découverte pourrait apporter les réponses tant attendues. Elle fait immédiatement établir un périmètre de sécurité et ordonne l'évacuation de toutes les personnes non indispensables à l'enquête. Le docteur Laurent Girard, médecin légiste au CHU de Caen, procède à un premier examen visuel des restes sans les déplacer. Son expérience de 15 années lui permet d'évaluer rapidement la situation. Il s'agit indiscutablement de restes humains, probablement de 2 individus enterrés depuis plusieurs années. L'état de conservation suggère une inhumation clandestine effectuée peu après le décès. La nouvelle de cette découverte se propage rapidement malgré les consignes de discrétion données par les enquêteurs. Dès le lendemain, plusieurs médias locaux font état de la découverte de restes humains au camping Les Pins Tranquilles. L'information, bien qu'imprécise, ravive immédiatement l'intérêt pour l'affaire Lemonnier et replonge les familles dans l'angoisse de l'attente. Le processus d'identification des restes nécessite plusieurs jours d'analyse minutieuse. Le docteur Girard supervise personnellement l'excavation complète des corps, avec l'aide d'une équipe d'anthropologie judiciaire venue de Paris. Chaque fragment osseux, chaque lambeau de tissu est répertorié, photographié et analysé selon les protocoles les plus stricts. Cette méthode rigoureuse est indispensable pour préserver les preuves et permettre une identification formelle. Les premières observations confirment la présence de 2 squelettes complets, un masculin et un féminin, enterrés côte à côte à une profondeur de 1,60 m. L'état de décomposition est cohérent avec une inhumation remontant à 3 ou 4 ans. Les vêtements partiellement conservés correspondent aux descriptions fournies lors de la disparition. Fragment d'un jean masculin, reste d'une robe d'été de couleur bleue. L'identification formelle intervient le vendredi 13 mars 2020 grâce aux analyses odontologiques. Le docteur Girard compare les dentitions des victimes avec les dossiers dentaires fournis par les praticiens d'Apolline et Basile Lemonnier. La concordance est parfaite et ne laisse aucun doute sur l'identité des défunts. Après 4 années d'incertitude, la terrible vérité éclate enfin.
Le couple rouennais a bien été assassiné. Le capitaine Morvan convoque immédiatement les familles pour leur annoncer officiellement la nouvelle. Cette réunion, qui se déroule dans les locaux de la gendarmerie de Bayeux, constitue un moment déchirant mais également libérateur pour les proches. Marie-Claire Leclerc s'effondre en sanglots dans les bras de son mari, tandis que Robert Lemonnier serre les poings en murmurant « Au moins, maintenant, on sait ». Cette confirmation transforme radicalement la nature de l'enquête. Il ne s'agit plus d'une disparition mystérieuse, mais d'un double homicide dont l'auteur court toujours. Le capitaine Morvan constitue immédiatement une cellule d'enquête renforcée avec l'appui de la section de recherche de Caen et du service régional de police judiciaire. L'affaire acquiert une priorité absolue et mobilise des moyens considérables. L'examination des lieux de découverte révèle des éléments troublants. L'emplacement choisi pour l'inhumation se situe dans une zone du camping peu fréquentée, masquée par la végétation et invisible depuis les emplacements de camping. Cette précision dans le choix du site suggère une connaissance intime des lieux et une préméditation certaine. L'assassin savait parfaitement où enterrer les corps sans risquer d'être découvert. L'analyse du terrain indique que les corps ont été enterrés peu après la mort, probablement dans les 48 heures suivant le décès. La profondeur de la fosse, 1,60 m, témoigne d'un travail laborieux effectué avec des outils appropriés. Cette opération a nécessité plusieurs heures de travail physique intense, confirmant que l'assassin disposait du temps et de l'intimité nécessaires pour mener à bien cette macabre besogne. Les enquêteurs se penchent immédiatement sur le profil des personnes ayant eu accès au terrain durant la période critique. Comme Marescott devient naturellement le suspect principal de cette nouvelle enquête criminelle. Sa connaissance parfaite du terrain, sa présence permanente sur les lieux et sa position de dernier témoin à avoir vu les victimes vivantes en font le candidat le plus logique pour ce crime. Marescott est placé en garde à vue le lundi 16 mars 2020 à 6 heures du matin. Cette arrestation, menée avec discrétion pour éviter l'attroupement de curieux, marque le début d'un interrogatoire qui va durer 72 heures. Le propriétaire du camping, amaigri par 4 années de soupçons et de difficultés financières, fait face aux questions du capitaine Morvan avec un mélange de résignation et d'amertume. Pendant les premières heures d'interrogatoire, Marescott maintient sa version habituelle des faits. Il affirme n'avoir rien vu ni entendu d'anormal le 15 juillet 2016, après le passage des Lemonnier au sanitaire vers 9h15. Il nie catégoriquement toute implication dans leur disparition et exprime sa stupéfaction face à la découverte des corps sur son terrain. Ses réponses, cohérentes avec ses déclarations précédentes, ne révèlent aucune contradiction majeure. Cependant, la pression psychologique de l'interrogatoire et l'accumulation des preuves circonstancielles commencent à ébranler sa résistance. Le capitaine Morvan adopte une stratégie d'interrogatoire progressive, alternant questions techniques sur la topographie du camping et questions personnelles sur ses relations avec les victimes. Cette méthode vise à créer un climat de confiance propice aux aveux. Le mardi soir, un élément nouveau fait basculer l'enquête. L'analyse informatique du matériel saisi au domicile de Marescott révèle la présence de fichiers vidéo suspects sur son ordinateur personnel. Ces fichiers, dissimulés dans des dossiers au nom anodin, contiennent des enregistrements réalisés à l'aide de caméras miniatures installées dans les sanitaires du camping. La découverte de ce matériel compromettant change complètement la donne. L'examination détaillée de ces fichiers vidéo révèle l'ampleur du système d'espionnage mis en place par Com Marescott. Depuis au moins 5 ans, le propriétaire du camping filme secrètement les vacanciers utilisant les sanitaires de son établissement. Les enregistrements, d'une qualité technique remarquable, montrent des dizaines de personnes dans leur intimité. Hommes, femmes, enfants, tous filmés à leur insu pendant leurs moments les plus privés. Cette découverte horrifie les enquêteurs et éclaire d'un jour nouveau la personnalité de Marescott. L'homme affable et prévenant que connaissèrent les campeurs dissimulait en réalité un voyeur obsessionnel qui violait systématiquement l'intimité de ses clients.
Cette révélation explique également son comportement attentionné. Il cherchait à gagner la confiance de ses victimes pour mieux les espionner. L'analyse technique des fichiers révèle que Marescott avait installé plusieurs caméras miniatures dans les cabines de douche et les toilettes. Ces dispositifs, dissimulés derrière de fausses grilles d'aération, permettaient de filmer sous tous les angles sans être détectés. Le système était alimenté par des batteries longue durée et les enregistrements étaient récupérés discrètement lors des opérations d'entretien quotidien. Plus troublant encore, les enquêteurs découvrent que Maresco commercialisait une partie de ce matériel sur des sites internet spécialisés dans la pornographie voyeuriste. Une investigation approfondie de ses comptes bancaires révèle des revenus réguliers provenant de la vente de ses vidéos intimes. Cette activité criminelle, particulièrement lucrative, lui rapportait plusieurs milliers d'euros par mois en complément de ses revenus légaux du camping. Confronté à ces preuves accablantes, Maresco s'effondre psychologiquement. L'homme qui avait tenu tête aux enquêteurs pendant 4 ans craque brutalement face à l'évidence de sa culpabilité. Dans la nuit du mercredi 18 mars, il demande à faire des révélations complètes sur les circonstances de la mort d'Apolline et Basile Lemonnier. Ses aveux, enregistrés en présence de son avocat commis d'office, révèlent la véritable séquence des événements du 15 juillet 2016. Ce matin-là, après leur passage habituel au sanitaire, Apolline Lemonnier retourne seule vers 9h45 pour récupérer sa brosse à dents oubliée. C'est à ce moment qu'elle remarque une anomalie dans la grille d'aération de sa cabine de douche, un reflet métallique qui attire son attention. Intriguée, Apolline examine de plus près cette grille et découvre la présence de la caméra miniature. Cette découverte la choque profondément et elle comprend immédiatement qu'elle et son mari ont été filmés à leur insu depuis leur arrivée au camping. Sa première réaction est d'aller chercher Basile pour lui montrer cette installation clandestine et décider ensemble de la marche à suivre. Le couple retourne ensemble au sanitaire vers 10h et examine minutieusement le dispositif d'espionnage. Basile, en homme pragmatique, entreprend de démonter partiellement la grille pour récupérer la caméra et constituer une preuve tangible. Il découvre alors l'existence d'un système plus complexe qu'il n'imaginait. Plusieurs caméras reliées à un boîtier d'enregistrement dissimulé dans le faux plafond. C'est à ce moment que Com Marescott arrive au sanitaire pour son inspection matinale habituelle. Il découvre les Lemonnier en train d'examiner son installation clandestine et comprend immédiatement que son secret est découvert. La situation dégénère rapidement quand Apolline exige des explications et menace d'alerter immédiatement les gendarmes. Marescott tente d'abord de minimiser la situation en prétextant un système de surveillance pour lutter contre le vandalisme. Mais face à l'indignation légitime du couple et à leur détermination de porter plainte, il réalise que son activité criminelle risque d'être révélée au grand jour. Cette perspective le terrifie, car elle signifierait non seulement des poursuites pénales, mais également la ruine de son commerce et son déshonneur social. La discussion s'envenime rapidement. Basile, homme de principe, refuse catégoriquement tout arrangement et exige que Marescott s'explique devant la justice. Il sort son téléphone portable pour photographier les preuves et appeler les forces de l'ordre. C'est cette menace immédiate qui pousse Marescott à basculer dans la violence. Dans un moment de panique totale, Marescott s'empare d'une clé à molette oubliée dans sa boîte à outils et frappe brutalement Basile à la tête. Le coup, porté avec une force désespérée, fait s'effondrer le pâtissier qui perd connaissance et s'effondre sur le carrelage. Apolline hurle d'effroi et tente de fuir, mais Maresco la rattrape et l'étrangle pour faire cesser ses cris. La suite des événements se déroule comme dans un cauchemar. Maresco réalise qu'il vient de commettre l'irréparable. Basile agonise, le crâne fracturé, tandis qu'Apolline a cessé de respirer. Dans sa panique, il achève Basile d'un second coup pour abréger ses souffrances et éviter qu'il ne reprenne connaissance. En quelques minutes, l'homme qui se voulait protecteur de ses clients s'est transformé en double assassin. Les heures qui suivent illustrent la capacité de Marescott à dissimuler son crime avec un sang-froid glaçant.
Il profite de l'absence des autres campeurs, partis en excursion pour la journée, pour évacuer les corps vers son logement personnel situé derrière le bureau d'accueil. Cette opération, d'une difficulté extrême, lui prend plusieurs heures et l'épuise physiquement. Il cache les corps dans sa cave pendant qu'il nettoie méticuleusement les sanitaires à l'eau de Javel pour éliminer toute trace de sang. Sa connaissance des produits d'entretien et des techniques de nettoyage, acquises au cours de 15 années de gestion du camping, lui permet d'effacer efficacement les preuves de son crime. Cette opération de dissimulation témoigne d'une préméditation froide qui aggrave considérablement sa culpabilité. La nuit suivante, Marescott creuse la fosse qui servira de sépulture aux victimes. Cette tâche épouvantable, réalisée dans l'obscurité complète pour éviter d'être vue, lui prend plus de 6 heures. L'homme habituellement respectueux des défunts viole tous les principes de dignité humaine pour sauvegarder son secret inavouable. L'inhumation clandestine s'achève aux premières lueurs de l'aube. Pour parfaire sa mise en scène, Marescott retourne dans la tente des Lemonnier et organise leur emplacement pour simuler un départ volontaire. Il range soigneusement leurs affaires, fait les lits, dispose les objets personnels de manière à suggérer une absence temporaire. Cette attention aux détails révèle sa connaissance intime des habitudes du couple et sa capacité à manipuler les apparences. Durant les 4 années suivantes, Marescott vit avec le poids de son double crime. Il continue à exploiter son camping, accueille d'autres familles, perpétue son système d'espionnage, tout en côtoyant quotidiennement les enquêteurs chargés de retrouver ses victimes. Cette double vie exige une énergie psychologique considérable, qui explique sa dégradation physique progressive et ses troubles du comportement observés par ses proches. Les aveux complets de Côme Marescott permettent enfin de reconstituer intégralement les circonstances de la mort d'Apolline et Basile Lemonnier. Cette vérité, aussi sordide soit-elle, apporte aux familles le soulagement de comprendre enfin ce qui est arrivé à leurs proches. La découverte du mobile, dissimuler une activité de voyeurisme, éclaire d'un jour nouveau la personnalité de l'assassin et ses motivations. L'investigation révèle l'ampleur du système criminel mis en place par Marescott. L'analyse de ces équipements informatiques permet de reconstituer un réseau de distribution de matériel pornographique voyeuriste qui s'étend sur plusieurs années. Les enquêteurs identifient des centaines de victimes, hommes et femmes de tous âges, qui ont été filmés à leur insu dans l'intimité des sanitaires du camping. Cette découverte génère un scandale retentissant dans la région et au-delà. Les médias nationaux s'emparent de l'affaire et révèlent au grand public l'existence de ce réseau d'espionnage qui a fonctionné pendant des années dans un établissement familial réputé sûr. L'impact psychologique sur les anciennes victimes de Marescott est considérable et nécessite un accompagnement médical approprié. Le procès de Côme Marescott s'ouvre devant la cour d'assises du Calvados en septembre 2021. L'homme, âgé de 57 ans, comparaît pour double homicide volontaire, violation de l'intimité de la vie privée aggravée, diffusion d'images pornographiques sans consentement et corruption de mineurs. L'accusation requiert la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Les débats judiciaires révèlent la personnalité complexe de l'accusé. Les expertises psychiatriques mettent en évidence des troubles de la personnalité caractérisés par une obsession sexuelle et une incapacité à respecter l'intimité d'autrui. Cependant, ces troubles ne constituent pas une cause d'irresponsabilité pénale et n'excusent aucunement la gravité de ces actes. Les témoignages des proches des victimes marquent profondément l'assistance. Marie-Claire Leclerc, la mère d'Apolline, prend la parole pour décrire les 4 années d'angoisse vécues par sa famille. Sa voix tremble quand elle évoque les nuits blanches, les faux espoirs, la douleur de ne pas savoir. Son témoignage, empreint d'une dignité bouleversante, illustre l'impact dévastateur de ce crime sur l'entourage des victimes. Robert Lemonnier, le père de Basile, exprime sa colère face à l'attitude de Marescott qui a menti pendant des années tout en connaissant la vérité. Il dénonce l'hypocrisie d'un homme qui se présentait comme protecteur des familles alors qu'il violait l'intimité de ses clients et avait assassiné 2 innocents.
Son témoignage, empreint d'une émotion contenue, suscite une vive émotion dans la salle d'audience. La défense de Marescot tente de plaider les circonstances atténuantes en mettant en avant l'absence de préméditation du double meurtre et les regrets exprimés par l'accusé. Les avocats soulignent que le crime résulte d'un enchaînement de circonstances malheureuses, plutôt que d'une volonté délibérée de tuer. Ils demandent à la Cour de tenir compte de la coopération de leurs clients avec la justice. Cependant, cette argumentation ne convainc ni le ministère public ni les parties civiles. L'avocat général souligne que les meurtres, même non prémédités, s'inscrivent dans un contexte criminel global, caractérisé par des années d'espionnage et d'exploitation de l'intimité d'autrui. Il insiste sur la gravité particulière de ces crimes commis par un homme en position de confiance vis-à-vis de ses victimes. Le verdict, rendu après 3 jours de délibération, condamne Côme Marescot à 30 ans de réclusion criminelle, assortie d'une période de sûreté de 20 ans. Cette sentence, particulièrement lourde, reflète la volonté de la Cour de sanctionner exemplairement l'ensemble des crimes commis et de marquer la réprobation de la société face à de tels actes. La condamnation de Marescot marque officiellement la fin de l'affaire Lemonnier, mais ses répercussions se prolongent bien au-delà du procès. Le camping, les Pins Tranquilles, est définitivement fermé et le terrain mis en vente. Aucun acquéreur ne se manifeste pendant des mois, tant la réputation du lieu est ternie par les événements tragiques qui s'y sont déroulés. Les familles des victimes tentent progressivement de reconstruire leur vie après cette épreuve qui a duré plus de 5 ans. La connaissance de la vérité, aussi douloureuse soit-elle, leur permet enfin de faire leur deuil et d'honorer la mémoire de leurs proches. Un service religieux en mémoire d'Apolline et Basile Lemonnier est célébré dans la cathédrale de Rouen en présence de plusieurs centaines de personnes. Cette cérémonie, empreinte d'une émotion intense, permet à la communauté de rendre hommage à 2 personnes estimées qui ont trouvé la mort de manière absurde. Les témoignages de leurs collègues, amis et patients illustrent l'impact positif qu'ils avaient sur leur entourage professionnel et personnel. Leur disparition constitue une perte irremplaçable pour tous ceux qui les ont connus. L'affaire Lemonnier suscite également une réflexion sur la protection de l'intimité dans les établissements touristiques. Les autorités renforcent les contrôles et les sanctions applicables aux établissements qui ne respectent pas la vie privée de leur clientèle. De nouvelles réglementations imposent des vérifications régulières des installations sanitaires pour détecter la présence éventuelle de dispositifs d'espionnage. Au-delà de l'aspect réglementaire, cette affaire sensibilise l'opinion publique aux risques liés à l'évolution des technologies de surveillance. Elle illustre comment des équipements miniaturisés peuvent être détournés de leur usage légitime pour violer l'intimité des personnes. Cette prise de conscience collective contribue à une vigilance accrue de la part des utilisateurs d'espaces collectifs. Aujourd'hui, 4 ans après la découverte des corps et 8 ans après leur disparition, l'affaire Lemonnier reste gravée dans les mémoires comme l'une des affaires criminelles les plus marquantes de la région normande. Elle démontre comment un secret inavouable peut pousser un individu apparemment respectable à commettre les pires atrocités pour préserver ses activités criminelles. Cette tragédie rappelle également l'importance de la vigilance face aux comportements suspects et de la nécessité de signaler rapidement toute situation préoccupante aux autorités compétentes. La confiance accordée aux professionnels du tourisme ne doit pas faire oublier que certains individus peuvent exploiter cette confiance à des fins criminelles. La mémoire d'Apolline et Basile Lemonnier perdure à travers l'association Lueur d'Espoir, créée par Jean-Pierre Leclerc. Cette organisation continue d'accompagner les familles de disparus et de maintenir la pression sur les enquêteurs pour élucider les affaires non résolues. Elle constitue un héritage positif de cette tragédie et témoigne de la détermination des proches à donner un sens à leur souffrance. Cette affaire nous révèle comment la confiance aveugle peut parfois nous aveugler face aux indices les plus troublants. Les Lemonnier sont morts pour avoir découvert une vérité que leur assassin voulait à tout prix dissimuler. Leur courage face à cette découverte leur a coûté la vie,
mais leur sacrifice a permis de révéler un réseau criminel qui aurait pu continuer à sévir pendant des années. Qu'est-ce qui vous marque le plus dans cette histoire? La duplicité de Marescott, qui cachait ses crimes derrière une façade respectable? Le courage des victimes qui ont refusé de fermer les yeux sur ce qu'elles avaient découvert? Ou peut-être la détermination des familles qui ont maintenu l'espoir pendant 4 longues années? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Avez-vous perçu les signaux inquiétants au cours de cette reconstitution? Pensez-vous que cette tragédie aurait pu être évitée si certains indices avaient été différemment interprétés? Si cette enquête approfondie vous a intéressé, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos investigations. Laissez un like si cette histoire vous a marqué et partagez cette vidéo avec vos proches qui s'intéressent aux affaires criminelles réelles. Votre soutien nous permet de continuer à révéler la vérité derrière ces mystères qui hantent notre société.